PMO industriel. Puis en mai, on continuera. Donc on est dynamique. Date. Donc, je vois que la diffusion vient de commencer. Bon. C'est très simple. Elle a commencé effectivement? Ouais, ouais, elle a commencé. Puis du coup, on voit des personnes, on voit des participants dans. Ok, bah écoutez, on va y aller alors. On va y Je vais aller. peut-être accueillir tout le monde. Ben, bonjour à tout le monde, merci d'être venir à ce webinaire. Donc on est vraiment très ravis de vous accueillir pour ce sujet très important. Bon, le sujet très important s'appelle la cybersécurité. Je suis Alain Pachong, le dirigeant de PFI4 et de Diligence, et surtout le responsable de la formation Master Class Industrie 4.0. Pour aborder ce sujet aujourd'hui, on a Gaëtan avec nous, donc qui est l'un des experts sur ce sujet. Donc Gaëtan aura l'occasion de se présenter rapidement et puis il nous parlera de la cybersécurité. Donc voilà Gaëtan, tu as la parole. Merci Alain. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Je vais prendre ça pour un oui du côté d'Alain peut-être au moins, ou Laetitia, peut-être que vous pouvez. Nous, Oui, on voit ton écran, donc tu peux y aller. Je suis pas trop habitué je suis plus vraiment habitué à GoToWebinar. Maintenant, on est passé sur Zoom, Teams ou Meet, mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Donc bonjour à tous. Donc merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire d'introduction. Hein. C'est bien une introduction aujourd'hui que l'on fait sur tout ce qui est la cybersécurité OT. Ou comment justement commencer à entrevoir un petit peu les projections de la cybersécurité pour l'évolution de l'industrie 4.0. Donc, c'est vraiment un webinaire d'introduction et en rien un cours détaillé, on va dire, sur l'état de l'art de la cybersécurité dans les environnements industriels. Pour des questions de temps et de format, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être abordées dans le cadre de ce type d'exercice. Pour commencer, un petit mot sur moi-même. Donc, je m'appelle Gaëtan Géret, je suis donc animateur de cet événement et je suis également donc ce qu'on appelle Solution Architect chez Armis France. Donc, Solution Architect, ça veut dire architecte solution en bon français et également qualité d'ingénieur avant-vente. Donc, pour Armis, qui est une solution, qui est un éditeur de logiciels spécialisé en cybersécurité et notamment tout ce qui est sécurité des environnements industriels, IoT et technologie opérationnelle de manière générale. Donc, je réalise ce travail d'ingénieur solution et d'ingénieur avant-vente depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et je suis issu en fait d'une formation d'ingénieur et donc d'un profil à la base plutôt d'ingénieur en sécurité opérationnelle, où j'ai démarré là-dessus en 2012 au sein de la SNCF, pour ensuite me diriger vers des missions de conseil en cybersécurité pour divers acteurs de l'industrie au fil des années. Également, important de mentionner mon investissement sur les associations cybersécurité et industrielles. Donc, je suis membre depuis maintenant 2 ans d'une association qui s'appelle le CLUSIF, donc qui est une association de référence en France au niveau national pour tout ce qui est sensibilisation des particuliers, mais aussi et surtout des entreprises en matière de cybersécurité. Donc, je suis notamment invité dans un de leurs groupes de travail sur tout ce qui est cybersécurité industrielle, notamment. Et donc, j'ai très récemment rejoint aussi des associations comme l'EXERA, tout ce qui est l'association des exploitants d'équipements de mesure, de régulation et d'automatisme, ainsi que bien évidemment la plateforme Industrie 4.0, en la présence d'Alain ici aujourd'hui, qui m'a permis justement de réaliser cet exercice devant vous et ce webinaire. L'agenda pour aujourd'hui. Donc déjà, on va reparler un petit peu de vocabulaire. On a parlé d'OT dans cet intitulé d'introduction à la cybersécurité industrielle. À quoi ça correspond, l'OT? Quels sont les dérivés? Quels sont les différents acronymes de référence? Qu'est-ce que ça implique? On va notamment continuer ensuite sur un peu le dégrossissement de tout ce qui est des défis en matière de cybersécurité pour les environnements industriels, voir comment ça se traduit notamment en quelques chiffres. Et ceci, en fait, va nous amener à parler justement de l'industrie 4.0, l'évolution des technologies opérationnelles, l'évolution de l'industrie, et du coup, de voir
comment est-ce que, au final, les priorités métiers et cyber, on va dire, s'orchestrent autour de ce contexte industriel. On va conclure en fait ce webinaire, donc bien évidemment par une série de questions-réponses, mais aussi justement par quelques éléments à prendre avec vous pour demain retourner dans vos entreprises pour justement éventuellement savoir par quoi commencer, quel levier actionner sur la cybersécurité et également rappeler quelques recommandations d'usage. Donc normalement, si tout va bien, et Alain, Laetitia, n'hésitez pas éventuellement à m'indiquer si on est bon dans le timing, mais on devrait tenir en l'espace de 50 minutes. Pas de souci. Donc pour commencer, un peu de vocabulaire OT, ICS, IIoT, qu'est-ce qu'on appelle autour de ces différents acronymes? Donc au final, ce sont des terminologies assez larges pour décrire tout un ensemble d'équipements et d'environnements tout aussi larges. Donc OT, ça veut dire Operational Technology, donc ça fait référence ni plus ni moins en fait à tous les ensembles de technologies qui vont avoir in fine pour but d'aller réaliser une action métier, une action opérationnelle, une action qui va être par exemple d'aller réaliser tout ce qui est mesurage, tout ce qui est actionnage, tout ce qui va être motorisation. Ça peut être des technologies opérationnelles dans différents secteurs d'activité, le maritime, le transport, l'aviation. Ça peut être également, ne serait-ce qu'au niveau de la gestion technique du bâtiment. Il y a notamment une référence pour ça qui s'appelle Building Management System ou BMS. Autrement dit, ce que beaucoup connaissent sous les appellations GTB, GTC, gestion technique de bâtiment, gestion technique de la climatisation. Et on voit, je vous ai mis en fait dans le coin inférieur droit de cette slide, qu'au final, l'OT, ça regroupe un peu tout ça. Ça regroupe un peu tout ça, donc ça regroupe notamment les BMS. Ça regroupe aussi également tout un ensemble de familles d'équipements dans le milieu industriel que l'on va appeler des systèmes de contrôle. Des systèmes de contrôle industriel ou en anglais, Industrial Control System. Cette partie Industrial Control System, elle va être clé dans cette présentation puisque c'est vraiment sur ces environnements en fait que l'on va concentrer notre démarche en fait de cybersécurité et de protection contre les cybermenaces qui peuvent potentiellement impacter la chaîne de production. Donc au niveau des systèmes de contrôle industriel, on retrouve également tout un ensemble d'équipements sur la chaîne de production qui sont inclus dans cette grande famille. Donc on va les avoir en fait, cette grande famille qui va être orchestrée et hiérarchisée selon différents modèles existants qui sont donc préétablis soit par des standards, des normes, comme par exemple au niveau fonctionnel, tout ce qui va être ISA, IEC 95, qui va justement définir comment est-ce que les systèmes de contrôle industriel dans l'OT avec justement les éléments d'environnement de la production en couche basse vont aller s'orchestrer pour répondre à des fonctions métiers. Mais on va aussi avoir des modèles, des standards qui vont permettre d'aller hiérarchiser ces équipements au niveau des grands principes de sécurisation et notamment de segmentation sur le réseau. Puisque de plus en plus, et là la notion de réseau est importante, on a des équipements industriels et des systèmes de contrôle industriel, des équipements opérationnels qui sont de plus en plus connectés. Et je pense que notamment ici présent dans cet auditoire, vous n'êtes pas seul à voir cela puisque vous suivez tous plus ou moins une formation dédiée à l'industrie 4.0. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les systèmes de contrôle industriel? On va retrouver des équipements comme des environnements SCADA, système de contrôle et d'acquisition de données. On va retrouver des environnements distribués, par exemple, de contrôle. On va aussi retrouver, en descendant dans les couches basses fonctionnelles des technologies opérationnelles, tout ce qui va être automate programmable industriel, ou en anglais, Programmable Logic Controller, des PLC. On va aussi parfois retrouver ce qu'on va appeler des Remote Terminal Unit, des systèmes donc de niche qui sont en général interconnectés avec des automates programmables industriels qui vont avoir un rôle d'entrée-sortie, mais qui, en tout cas, dans tous les cas, vont être systématiquement contrôlés en amont par un système ICS, un système de contrôle industriel. Donc voilà, on pourrait bien évidemment passer beaucoup plus de temps à la définition de ces différents systèmes. On pourrait parler de stations de maintenance, stations d'ingénierie, on pourrait parler d'environnements comme des historians, des contrôleurs industriels de manière générale. On pourrait parler aussi de quand est-ce qu'on fait le choix d'un SCADA versus
un système de contrôle décentralisé, un DCS. Bon, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même d'aller davantage dans les problématiques cybersécurité. Donc, je ne m'étends pas forcément sur ces thématiques-là aujourd'hui. Mais déjà, ça vous permet de bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui en matière d'équipement. Par rapport à tous ces équipements de la chaîne de production, par rapport à tous ces équipements de l'industrie, quels sont les principaux défis que l'on rencontre aujourd'hui d'un point de vue cyber? Aujourd'hui, ils sont multiples. Déjà, on est en 2023, on est aujourd'hui tous impactés plus ou moins par un contexte géopolitique qui va directement influencer ce qu'on appelle bien communément dans le monde de la cybersécurité le panorama des cybermenaces, le panorama des menaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, on ressort d'une crise Covid qui a duré plus de 2 ans et qui, entre guillemets, est toujours plus ou moins d'actualité. On a également en fait un contexte géopolitique qui se crée autour de ça, mais aussi autour de tout ce qui est guerre en Ukraine et avec la Russie. On est dans un contexte bien évidemment également de géopolitique, de mondialisation toujours plus connectée. Et forcément, ceci vient avoir des impacts concrets sur l'OT, sur l'industrie, sur les pays et sur leur parc industriel. Ce qu'il faut noter dans la cybersécurité relative à l'OT aussi, c'est qu'on est dans des environnements qui sont de plus en plus convergents. Convergents avec du coup une convergence entre les technologies opérationnelles et les technologies d'informatisation, autrement dit la bureautique, l'informatique de gestion. Et on a aussi parfois un croisement entre les deux qui va être associé plutôt à des objets connectés industriels. Donc, toute cette connectivité, en fait, vient aussi à renforcer donc le panorama des cybermenaces exposant les technologies opérationnelles, exposant l'industriel, exposant l'OT. Importance de noter aussi, en bas à gauche, donc l'émergence, donc la recrudescence même, j'ai envie de dire, de menaces qui ciblent de manière variée, en fait, ce périmètre OT. Soit de manière directe, alors carrément attaquer un système de contrôle industriel, soit de manière indirecte, en passant justement par cette notion d'hyperconvergence IT et OT pour justement atteindre in fine les couches plus basses d'une chaîne de production industrielle. Tout ça est à mettre en parallèle avec l'augmentation, l'explosion en fait des vulnérabilités logicielles, hardware et firmware qui sont embarqués en fait dans ces équipements industriels de plus en plus connectés, de plus en plus informatisés et qui aussi sont de plus en plus notamment accédés à distance par des mainteneurs tiers. Une grosse problématique aussi pour donc les enjeux de cybersécurité OT, c'est aujourd'hui encore un manque de cadre réglementaire qui incite et qui crée en fait un levier pour les organisations afin de mieux se sécuriser au niveau de leur chaîne de production. C'est beaucoup vrai dans le monde informatique, c'est beaucoup vrai aussi cette sécurisation industrielle dans les contextes en fait organismes d'infrastructures vitaux, pardon. Donc ces organismes en fait qui sont régis par ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, autrement dit la LPM. Donc là on parle vraiment de tout ce qui est un peu étatique, confidentiel défense, organismes vitaux pour la nation. Et pour autant, sur ce cadre réglementaire, on peut avoir un peu d'espace. C'est-à-dire que demain, il va y avoir également les réglementations au niveau européen, notamment en matière de directive nationale sur la sécurité, donc la version numéro 2, la NIS 2, mais également d'autres directives, comme tout ce qui va être Cyber Resiliency Act, notamment. Ça, on va en reparler un peu plus tard dans la présentation. Donc, le cadre réglementaire aujourd'hui vient à manquer, vient à pêcher un petit peu pour mieux permettre aux organisations de sécuriser leur environnement industriel, mais pour autant, c'est des choses qui tendent à évoluer dans le bon sens. Ce qui pour autant reste un constat un peu dommage aujourd'hui, c'est d'une part la faible posture cyber des appareils OT qui se connectent de plus en plus à l'IT et parfois même sur Internet, mais aussi également le manque d'investissement au final dans les organisations, le manque d'investissement dédié et donc, in fine, de maturité cyber et d'engagement, en fait, des hommes, des process et de la direction pour la cybersécurité OT. Il y a un gros décalage aujourd'hui entre ce qui est fait entre investissement dans les entreprises au niveau de la cybersécurité informatique, la cybersécurité IT versus la cybersécurité OT. Donc ça, c'est les principaux défis que l'on va rencontrer aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, alors à plus ou moins grande échelle, à plus ou moins grande tendance,
mais c'est ce qu'on va rencontrer dans aujourd'hui peu ou prou toutes les organisations qui ont une chaîne de production industrielle, qui produisent de la valeur via les technologies opérationnelles, dont le métier est justement voilà, d'aller adresser chaîne de production, industrie, système de contrôle industriel, outils de manière générale. Quelques chiffres qui viennent un peu traduire ce contexte grandissant de menaces. Voilà ici quelques chiffres donc très américains, mais qui sont pourtant assez évocateurs, dans le sens où voilà, ce sont des organismes reconnus qui agissent à un niveau international pour justement voir un petit peu quels états, telle partie, tel pan de l'économie ou tel pan de la cybersécurité se trouve. Forbes, je ne ferai pas forcément l'introduction. Le CISA, pour le coup, en matière de sources sur ces chiffres-là, peut éventuellement être précisé. Le CISA, il s'agit ni plus ni moins que du Center for Information Security aux États-Unis. Donc, c'est ni plus ni moins ce qu'on peut appeler le cousin de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France. Donc, que disent ces différents organismes? Ils disent que sur l'OT, au niveau donc des opérateurs d'environnement industriel, des technologies opérationnelles, 83% de ces opérateurs en fait ont déclaré sur les 36 derniers mois en 2022 au moins une violation de sécurité industrielle sur leurs environnements. C'est quand même assez conséquent. 87% parmi ces opérateurs outils, on se concentre cette fois-ci plutôt sur les opérateurs d'infrastructures critiques, autrement dit un peu les OIV qu'on introduisait tout à l'heure. 87% de ces opérateurs d'infrastructures critiques ont signalé un événement de rançongiciel à l'Agence nationale de sécurité américaine en 2022. Rançongiciel, je pense que c'est des choses qui parlent à tout le monde aujourd'hui. On va un peu rappeler quand même ce que c'est un peu plus tard, mais il s'agit ni plus ni moins que du malware un peu numéro 1, du logiciel malicieux numéro 1 que l'on rencontre en fait dans toutes les entreprises aujourd'hui. Et si vous suivez un peu l'actualité, la presse, pas forcément la presse spécialisée, mais dans la presse mainstream, on retrouve des actualités malheureuses à ce niveau-là. On voit beaucoup, par exemple, très récemment, des hôpitaux de plus en plus impactés par ce type de rançongiciel, de cybermenaces. Et enfin, chiffre important et non des moindres, aujourd'hui, on constate qu'il y a une augmentation fulgurante, 133% d'une année sur l'autre, entre 2020 et 2021, relatif donc aux incidents initiés par des attaques de rançongiciel, justement, sur l'outil, et qui ont du coup des conséquences physiques. Donc des conséquences physiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit un impact sur la sécurité des personnes, soit un impact environnemental et d'image in fine pour l'entreprise, soit, ou tout combiné, donc un impact direct sur la production et donc un manque de revenus évident parce qu'on arrête la production, la chaîne de production. Donc tous ces chiffres donnent un petit peu le tournis. On va revenir après sur des chiffres qui concernent davantage un peu les entreprises françaises et européennes. Mais avant ça, je voulais justement faire une aparté sur les types de cyberattaques majeures que l'on rencontre dans l'OT, dans les technologies opérationnelles. Sur ce tableau, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez en fait une flèche un peu orangée et jaunâtre qui parle en fait donc de modèles de propagation d'attaque et de sources et de vecteurs d'attaque. Donc on voit des utilisateurs externes, on voit le web, on voit l'informatique de gestion, on voit les réseaux mobiles 5G, 4G, LTE, etc. Donc ça, ce sont ce qu'on va dire des vecteurs d'attaque. On voit aussi en dessous, en ordonnée, les différents tiers en fait, de hiérarchisation des automates industriels, des automates de contrôle ou des automates plutôt en direct avec la production. Donc tout ce qui va être associé au tiers 0, c'est vraiment là on va retrouver nos automates de production industrielle, donc nos PLC. C'est là où on va retrouver tout notre nested OT, tout ce qui va être RTU, tout ce qui va vraiment avoir une action concrète d'entrée-sortie en fait sur la chaîne de production. Au niveau du tiers 1, c'est là où on va retrouver en fait plutôt nos équipements de supervision. Tout ce qui va être contrôle interface homme-machine, panneau de interface homme-machine, HMI, ou également on va pouvoir retrouver aussi nos stations de maintenance industrielle, nos stations d'ingénierie. On va pouvoir éventuellement mettre dans le tiers 1 aussi parfois la partie SCADA. Dans le tiers 2, c'est là où en fait on va avoir cette notion un peu de rapprochement, de convergence en fait entre l'IT et l'OT, où on va avoir des équipements de plus en plus external facing, comme on dit dans le jargon cyber, c'est-à-dire des équipements qui sont à la fois une patte dans le réseau industriel, mais aussi une patte
dans le réseau informatique et du coup potentiellement exposés à ces différents vecteurs de propagation d'attaque. Donc là, on peut retrouver justement tout un ensemble d'équipements, ce que j'ai tendance à appeler de l'IT dans l'OT, donc autrement dit des équipements Windows bien souvent qui sont utiles à l'OT. Donc là, on parle de serveurs en fait d'historisation de tout ce qui est procédé industriel. On va parler aussi de tout ce qui est les serveurs SCADA qui vont directement discuter avec la couche client au niveau de la supervision. Bref, on va retrouver toutes ces instances-là. Qu'est-ce qu'on voit cette fois-ci par contre en abscisse? En abscisse, on voit différents noms plus ou moins barbares que vous avez peut-être déjà également entendu dans la presse. L'un des plus connus notamment étant Stuxnet. Stuxnet, pour faire un peu d'archéologie cyber, ça se passe en 2010. 2010, nous sommes en Iran et du coup, gros enjeu autour de la course au nucléaire en Iran et on va dire de la pseudo-guerre froide qui se passe entre les États-Unis, le Moyen-Orient et la volonté des Américains et des Israéliens de sévir contre le programme d'enrichissement d'uranium nucléaire iranien. Donc la centrale de Natanz en Iran à l'époque est la cible de ce qu'on appelle un des premiers macrogiciels en fait de guerre, ni plus ni moins, qui a du coup depuis pris le nom de Stuxnet. Ce logiciel de guerre ou ce malware, du coup, donc développé par a priori des services étatiques, donc joints entre les États-Unis et les services de renseignement israéliens, ont eu pour résultante, in fine, d'aller faire capoter le programme d'enrichissement nucléaire iranien. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé tout d'abord par la mise en service d'une clé USB qui a été ramassée à un moment donné par un tiers, et qui l'a ni plus ni moins en fait mis en place sur son PC potentiellement de maintenance industrielle, ou son PC en tout cas qui avait à un moment donné accès au réseau industriel, pour derrière permettre à l'attaque de se propager via des exploitations de vulnérabilités logicielles au niveau IT. Donc là, on est typiquement dans un modèle d'attaque vraiment indirect, une clé USB branchée sur un PC qui à un moment donné avait permis un accès donc au réseau industriel, a fait ni plus ni moins changer les paramètres du PLC, donc de l'automate programme industriel, donc ni plus ni moins que la valeur de vitesse de rotation des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. In fine, derrière, c'est tout un programme nucléaire qui part en vrille. Donc ça, on pourrait imaginer ça bien sûr à ce niveau-là, mais on pourrait effectivement imaginer d'autres conséquences beaucoup plus dramatiques. Un cœur nucléaire qui s'emballe, etc. Voilà, in fine, avec ce type d'attaque. Fort heureusement, la branche nucléaire est quand même très au fait de ces problématiques et, je ne vais pas dire parano, mais en tout cas très à cheval sur les systèmes de défense. Et donc, bien évidemment, tout ce qui va être procédé d'enrichissement, ça va être décorrélé de tout ce qui va être procédé de refroidissement de cœur de centrales nucléaires. Donc, voilà. Bien évidemment, toutes ces entreprises-là font des analyses de risque en continu pour éviter que tout ce type de scénario catastrophe type Tchernobyl demain venait à arriver. Donc ça, pour autant, Stuxnet, c'est un cas d'école assez classique que l'on mentionne systématiquement au niveau de la cybersécurité industrielle d'un point de vue indirect. Je ne vais pas forcément vous détailler toutes les autres phases d'attaque ou toutes les différentes menaces qui ont sévi lors des différentes décennies. Le dernier majeur en date étant ce qu'on appelle le Triton en 2017. Mais pour autant, ce qui est important de voir, c'est notamment ce qu'il y a en dessous de ces noms de cybermenaces, c'est notamment les différents vecteurs de propagation à chaque fois. Et on voit que bien souvent, quand même, ces grandes menaces majeures, en fait, ont systématiquement exploité le canal indirect à travers la chaîne IT, à travers des clés USB infectées, mises à disposition sur le réseau, à travers de l'ingénierie sociale, le fait en fait d'aller carrément leurrer un utilisateur final qui travaille potentiellement sur la maintenance industrielle ou sur la chaîne de production de manière générale pour arriver à des fins d'infection. Mais on a aussi encore le bon vieux phishing, ce que vous avez peut-être également déjà vu dans la presse, comme le fait de hameçonner, de récupérer des identifiants de connexion d'une personne travaillant sur un site de production industrielle pour derrière, demain, potentiellement accéder plus facilement à un système de commande industriel et derrière, soit faire une modification du process de la chaîne de production, soit carrément désactiver des systèmes. Si on se recentre un petit peu plus sur la France cette fois-ci. En France,
on n'est pas en reste, ni en Europe d'ailleurs, on n'est pas en reste en fait en matière de cyberattaques sur donc les environnements industriels. Cette fois-ci, il y a deux sources d'informations qui m'ont permis de vous afficher ces chiffres devant vous aujourd'hui. C'est d'une part l'association dont je parlais tout à l'heure, le CLUSIF, l'association nationale, encore une fois, de sensibilisation, qui a renseigné des fiches d'incidents entre 2010 et 2021 rapportées donc en Europe et en France sur les systèmes industriels. Donc, avec un constat flagrant, c'est qu'entre 2010 et 2021, c'est plus de 150% d'accidents en augmentation associés à ces attaques sur les systèmes industriels. Autre référence majeure dans le monde de la cybersécurité en France, c'est OCD, pour Orange Cyberdéfense. Donc, vous connaissez tous le fournisseur d'accès Internet et télécom Orange, donc Renseignement France Télécom. Donc, Orange a une filiale dédiée à tout ce qui va être service associé à la cybersécurité et à la cyberdéfense. Donc, Orange sort régulièrement ce qu'ils appellent un rapport, ce qu'ils appellent le OCD Security Navigator, donc qui est en version 2023 aujourd'hui, et qui du coup fait état aussi à peu près du même constat que les chiffres que je vous montrais juste avant. Donc, avec toujours une augmentation du volume de cyberattaques, toujours une augmentation des incidents cyber d'une année sur l'autre, infectant la chaîne industrielle. Sur le reste du slide, je vous ai mis quelques noms donc assez significatifs, donc d'attaques à la fois directes ou indirectes, mais plutôt récentes. Si on prend donc par ordre chronologique, il faut repartir un peu du bas, la cyberattaque donc de Fleury-Michon en 2019, donc résultant derrière direct d'un rançongiciel, c'est 5 jours d'arrêt pour les usines. Donc la perte directe de chiffre d'affaires et du temps passé et de l'investissement à remettre tout en service. Plus récemment, donc, on a eu Ouest France aussi, qui du coup également a dû mettre un peu à l'arrêt ses publications et ses services de presse pour son journal papier. On a eu un peu plus tristement au niveau de tout ce qui est géant de gestion d'aluminium finlandais, en tout cas Nordics, Norsk Hydro, qui avait été également la cible d'une cyberattaque de type rançongiciel et qui a derrière complètement stoppé sa production. D'un point de vue plutôt étatique et un peu plutôt géopolitique, on a eu beaucoup plus récemment, grâce à la crise ukrainienne et russo-ukrainienne, des conséquences directes en fait de la guerre. Donc, par exemple, une attaque industrielle sur des réseaux satellitaires attribués a priori à la Russie, qui aurait touché du coup in fine tout un réseau de télécoms américano-allemand avec in fine des éoliennes, un parc éolien entier en Allemagne qui a été dans l'incapacité de fonctionner. En Ukraine, on ne compte plus les fois où il y a des indisponibilités en fait, sur le réseau électrique associées à des cyberattaques d'ordre étatique. Et plus récemment, et là ça fait peut-être un peu plus peur encore une fois, paralysie d'un réseau de train au Danemark, donc sur l'équivalent logisticien de la SNCF. Donc qui dit paralysie dit OK, qu'est-ce qui nous empêcherait demain peut-être d'aller faire dérailler des trains, de refaire un Brétigny bis avec des dégâts physiques humains à la clé. Donc voilà un petit peu les conséquences concrètes et palpables en fait que la cybersécurité peut avoir en fait sur l'OT, sur des systèmes de contrôle industriel, sur des chaînes de production. Maintenant qu'on a un petit peu dressé ce constat un peu alarmant, parlons un peu d'évolution de l'OT et de distinction entre les enjeux métiers versus les priorités cyber. Une petite chronologie, sans date, mais très factuelle. Historiquement, on voyait beaucoup tout ce qui était système industriel comme des systèmes très déconnectés, propriétaires. On introduit ici la notion de air gap. Air gap, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un réseau industriel aujourd'hui qui est complètement donc, dans sa bulle, qui est complètement décorrélé de tout autre réseau distant, d'autres systèmes d'information de gestion, par exemple, ou déconnecté d'Internet. C'est ça la notion de air gap. Isolé, cloisonné, si vous voulez. On avait aussi des systèmes industriels historiques qui étaient conçus dans un souci de longévité. C'est encore le cas, mais on voit que donc les contrats de renouvellement et de maintenance industrielle ont tendance à plutôt se raccourcir. Historiquement, les systèmes OT n'étaient pas conçus pour la connectivité, pour l'Internet. Et donc, forcément, la sécurité induite autour, cybersécurité, pardon, induite autour de ces systèmes en devenait forcément secondaire, puisque qui dit non connecté à Internet, qui dit cloisonné, qui dit déconnecté, dit faible risque
apparent de besoins en termes de cybersécurité et de cyberdéfense. Aujourd'hui, le constat est déjà tout autre. Aujourd'hui, on est déjà sur des systèmes connectés. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul industriel que je rencontre au quotidien qui me dit qu'ils sont complètement air-gap en matière de réseau industriel, qui sont complètement cloisonnés. Il y a forcément, systématiquement, à un moment donné, un endroit sur le réseau qui permet soit une sortie à travers un routeur, à travers un pare-feu, à travers un commutateur industriel, un switch industriel, pour aller réaliser un pont avec le système de gestion, avec le système de supervision industrielle, un pont parfois aussi pour de l'accès distant avec un SI partenaire qui vont de plus en plus, et notamment en accéléré depuis, on va dire, le Covid, réaliser en fait des contrats de maintenance à distance avec accès distant au système de contrôle et commandes. Aujourd'hui déjà, on a vu juste avant qu'il y avait déjà des attaques spécifiques qui visaient l'OT de manière directe ou indirecte. Dans le futur, tout ceci est amené bien évidemment à de l'hyperconvergence, à des systèmes toujours plus connectés. Nous sommes déjà un pied dans l'industrie 4.0. Certains même parlent déjà un petit peu d'industrie 5.0 ou se targuent d'être dans l'industrie 5.0. Je n'irai pas commenter, mais pour autant, l'hyperconnectivité, la frontière au final entre l'industriel, l'informatisation, les objets connectés est de plus en plus ténue. Ça crée une porte ouverte en fait à une explosion en fait des vulnérabilités logicielles, firmware et hardware sur ces équipements de plus en plus connectés, de plus en plus numérisés, de plus en plus accessibles de l'extérieur. Fort heureusement, on voit d'ores et déjà des initiatives pour aller essayer de standardiser et de mettre en conformité ces équipements dans le futur. Notamment, je parlais tout à l'heure du CRA, donc du Cyber Resiliency Act européen, qui a pour visée demain de réguler dès la mise en commercialisation, la sortie des systèmes connectés, des objets connectés, de l'Internet des objets, pour s'assurer que demain, il y ait de la security by design, de la sécurité par défaut dans la conception même des produits. On espère que ça aura tendance à faire en sorte que ces systèmes-là viennent à être davantage sécurisés. Quoi qu'il en soit, dans le futur, ce qui est certain, c'est que la gestion des assets, la gestion des équipements, au niveau de la chaîne industrielle, au niveau de la chaîne SI de gestion, SI de surveillance, SI de supervision, SI partenaire, va devenir clé pour gérer de manière sécurisée l'industrie du futur et s'assurer qu'il y ait une continuité business. On voit pour autant qu'aujourd'hui, il y a encore des objectifs qui sont très distincts entre les personnes de l'OT, donc les automaticiens, les responsables de site, les ingénieurs de production, donc les responsables de maintenance, et les personnes de l'informatique, les personnes de la cybersécurité informatique notamment. Et donc, in fine, forcément, les objectifs et les priorités de ces différentes équipes en matière de sécurisation et de cybersécurité vont diverger. Il y a un moyen mnémotechnique assez sympa qui consiste à parler de la CIA. CIA, c'est pas pour parler de l'agence de renseignement américaine, c'est pour parler de confidentialité, intégrité et availability, pour disponibilité. Ça, dans cet ordre de priorité, CIA, ce sont l'ordre de priorité en fait pour des équipes informatiques, pour des équipes pour aller sécuriser un SI de gestion, un système d'information de gestion. Pour l'OT, pour les automaticiens, pour les responsables de site, pour les responsables de production, on va avoir bien évidemment tout un paradigme qui est complètement différent en matière de priorité. Déjà, si on prend uniquement le parti CIA, elle est complètement inversée. On parle non plus de CIA, mais d'AIC. La priorité, c'est la disponibilité. La priorité, c'est le business. L'OT rend service au business. L'OT doit tourner. L'intégrité, c'est secondaire. Mais on va voir après que potentiellement avec l'émergence de l'industrie 4.0, l'importance accrue de la data, tout ce qui est intégrité et confidentialité va potentiellement un peu augmenter. Mais en plus de ça, en plus de tout ça, il y a deux notions importantes qui sont associées d'une part à la sûreté des personnes. Une chaîne de production en Cara, ça peut potentiellement porter atteinte à la sécurité des personnes, soit directement sur la chaîne de production, soit par rapport aux répercussions qu'une défaillance de process industriel pourrait avoir in fine sur une population plus large. Ça peut aussi avoir des répercussions environnementales, énergétiques et, in fine, d'image aussi. Donc voilà, on voit ici que sur ce slide que les priorités en fait entre l'IT et l'OT divergent a priori de première vue en matière de cybersécurité.
Pour autant, encore une fois, on l'a vu dans le slide précédent, on est vraiment sur un contexte de convergence IT, OT, je dirais même convergence IT, IoT, OT. Et du coup, on a cette évolution donc de convergence donc qui, a priori, à première vue, semble faire porter plus de risques, ce qui est vrai, hein, à nos équipements industriels, puisque qui dit toujours plus connecté dit toujours plus de risques. Pour autant, ça peut être aussi une opportunité demain d'aller faire non pas converger les équipes IT et OT vers un travail quotidien commun. Chacun, encore une fois, doit gérer son SI de gestion, son réseau industriel, sa chaîne de production versus sa bureautique, etc., etc. Pour autant, l'évolution de l'OT peut nous faire penser que demain, il y aura une convergence des objectifs communs en matière de cybersécurité convergée IT-OT. Puisqu'au final, on l'a vu encore une fois, l'industrie 4.0 et le futur de l'OT tend à placer toujours de manière plus importante aussi une valeur autour de la donnée, de l'exploitation de données au niveau industriel, soit pour des problématiques de rendement, des problématiques de performance énergétique, un gros sujet d'actualité également. Et donc, forcément, la notion de disponibilité, si elle va rester bien évidemment prioritaire dans le contexte OT, hein, il faut qu'il y ait de la résilience au niveau de l'OT, la notion d'intégrité et de confidentialité, demain, pourra venir à être un peu plus priorisée par rapport à ce qui est actuellement. Mais je pense que de toute manière, l'intérêt que ces deux types d'équipes auront demain, c'est vraiment d'aller travailler dans un modèle collaboratif pour faire converger cette cybersécurité IT et OT. Quid maintenant des enjeux métiers? On a commencé déjà bien évidemment à en parler, donc je vais repasser ça de manière un petit peu plus accélérée. Le premier enjeu, on l'a dit, c'est la résilience. C'est pouvoir être en capacité d'anticiper et de préserver la continuité des opérations à tout moment et d'éviter au maximum qu'il y ait un risque d'arrêt de la production. Donc ça, c'est nécessaire d'une part pour le business, c'est nécessaire aussi en général pour la sécurité des biens et des personnes, mais c'est aussi nécessaire parfois pour être dans la conformité réglementaire industrielle. Autre enjeu métier, le modernisme et la numérisation, et donc en fait l'évolution, encore une fois, de cette industrie 4.0. Comment fait-on aujourd'hui pour s'assurer que cette hyperconnectivité, demain, puisse nous permettre de continuer à produire efficacement, à avoir du coup des technologies connectées utiles à l'opérationnel, et demain, comment introduire aussi toutes les problématiques, ou en tout cas toutes les solutions, les promesses que l'intelligence machine, autrement dit l'intelligence artificielle, apportera demain à l'industrie. Enfin, et non des moindres, l'optimisation des ressources, aussi bien côté humain, côté solution, côté hardware, côté process. Voilà. L'objectif toujours dans l'outil de pouvoir continuellement produire en continu tout en réduisant les coûts et tout en s'assurant que nos process soient optimisés afin que tous nos actifs, tous nos équipements, toutes nos chaînes de production en fait soient utilisés à son maximal et derrière avec une anticipation en fait demain de capacity planning pour voir venir la suite. Donc ça c'est en très résumé bien évidemment, et je pense que ça pourrait créer beaucoup de débats et plein de concertations et d'échanges très intéressants. Mais c'est ce que aujourd'hui on peut s'accorder à dire qu'il y a comme enjeux principaux métiers dans le domaine des technologies opérationnelles. Si on fait un peu un zoom sur chacun et qu'on se projette toujours sur derrière la réalité métier et derrière les enjeux de sécurité. Donc la réalité d'un point de vue cybersécurité en termes de cyber-résilience, c'est que les attaques, comme on l'a vu tout à l'heure, les attaques sur les systèmes de contrôle industriel ou sur l'OT en direct augmentent de moitié d'une année sur l'autre. Fort impact sur le business forcément. Ce qu'on constate aussi, c'est que au final, c'est toujours compliqué pour les équipes qui sont dans la tête dans le guidon à faire la production de savoir au final qu'est-ce qu'ils ont sur leur parc et savoir dire à un moment donné quand il y a telle attaque qui se passe, c'est tel équipement qui a été problématique et c'est derrière manque de contexte évident en fait pour comprendre quelle a été l'étendue réelle de l'impact autour de cet équipement. La réalité aussi pour les équipes opérationnelles, c'est l'incapacité à hiérarchiser les menaces par manque de connaissances sur justement qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que c'est
tel type de menace qui va me permettre de chiffrer toutes mes données, dans l'outil, non pas forcément. Ce sera plutôt tel type de menace qui va vraiment aller justement faire emballer ma vitesse de rotation de mes centrifugeuses, donc mes PLC autour de ma centrale de nucléaire. Voilà, ça c'est très important. Donc la notion de gestion et de priorisation du risque et du cyber-risque pour le coup tend à être très compliqué dans les milieux OT. Et du coup, ça nous amène à quoi? Ça nous amène malheureusement à une lassitude des équipes opérationnelles qui du coup vont recevoir plein d'alertes sur le réseau, plein d'alertes de supervision, plein d'alertes dans tous les sens, avec un effet un peu sapin de Noël, et en résultante en fait des alertes qui ne sont même pas prises en compte, pas priorisées, pas traitées in fine. Donc là, cette réalité, ces constats au niveau de la cyber-résilience nous amènent à un besoin. Un besoin d'une part d'aller au plus simple, d'aller à l'essentiel, de rationaliser les coûts, les ressources et les processus. Un besoin, encore une fois, d'être dans l'anticipation. Ceci, d'une part, grâce à une visibilité globale, exhaustive de notre chaîne de production que l'on maîtrise parfaitement avec un contexte autour des équipements et un contexte au niveau des différents process métiers en place afin d'éviter au maximum demain des perturbations. Le challenge dans tout ça, au final, pour adresser cette réalité et ce besoin, c'est comment est-ce que, la question qu'on peut se poser, c'est comment mettre en œuvre en fait une surveillance en continu et une analyse de risque également en continu de tout ce qui est connecté au réseau, au niveau industriel, au niveau système de contrôle, commande, au niveau supervision et au niveau SI de gestion interconnecté. Grosse problématique de visibilité pour ensuite adresser les problématiques de cyber-résilience. Au niveau de la modernisation et de la numérisation, au niveau de l'industrie 4.0, au final, dans lequel on se trouve aujourd'hui. On voit, encore une fois, qu'il y a cette notion de convergence, encore une fois, IT et OT. On voit que les lignes s'estompent, donc, entre est-ce que ça, c'est un équipement IT dans l'OT, est-ce que c'est de l'IoT, est-ce que c'est de l'industrial IoT, de l'objet connecté industriel. On voit qu'il y a une explosion aussi des équipements en termes de volume et en termes de diversité qui sont connectés au réseau, des capteurs, des sensors qui communiquent en Bluetooth, qui communiquent sur du LoRa, qui communiquent en Wi-Fi, qui donc vont nécessiter de déployer des infrastructures réseau associées, des bornes Wi-Fi, des bornes LTE, etc., à remonter de l'acquisition de données sur des chaînes de supervision, des chaînes d'exploitation de la donnée. Bref, on a de plus en plus d'équipements qui viennent à se déployer sur la chaîne de production. Donc ça induit forcément un coût qui, a priori, en l'espace de 10 prochaines années, sera multiplié par 5 en matière de mise en œuvre et de maintien de la connectivité. On voit aussi une évolution dans cette industrie 4.0 de dispositifs un peu full stack, c'est-à-dire au final des packages mis à disposition par les principaux fournisseurs, ou OEM comme on les appelle. Alors là, je parle des Rockwell, des Honeywell, des Schneider, des Siemens du marché, qui ont tendance à apporter de plus en plus des solutions clés en main pour gérer tout un pan ou peu de la production industrielle, en passant par les fonctions support comme la maintenance, la sécurité, la mise à jour, le maintien en conditions opérationnelles, etc. Donc, ces nouveaux services packagés sont devenus de plus en plus une réalité, avec toujours, encore une fois, de plus en plus de connectivité vers l'extérieur. De plus en plus, maintenant, pour accéder à son SCADA, il faut se connecter en fait à une interface web donc exposée sur Internet dans le cloud du fournisseur. C'est de plus en plus une réalité. Donc le besoin autour de ça, d'un point de vue cyber à nouveau et d'un point de vue métier, c'est d'un point de vue métier pour l'instant, excusez-moi, c'est améliorer en continu les performances et exploiter en fait toute cette myriade d'outils nouveaux qui arrivent en fait sans vraiment impacter en fait la productivité. Exploiter cette technologie en toute sécurité bien évidemment pour demain aussi potentiellement être générateur de business, générateur de nouveaux leviers commerciaux derrière exploitation de la donnée. On en parlait tout à l'heure dans l'exploiter la donnée statistique au niveau de la chaîne de production pour dire performance énergétique, pour faciliter les futures acquisitions, les futurs investissements sur la chaîne de production, pour tout ce qui est décommissionnement et renouvellement du parc. Donc au final, ça, encore une fois, ça nous amène des questions, des challenges. Comment tirer parti des nouvelles technologies pour non pas complexifier notre métier principal, mais améliorer nos processus les plus vitaux? Comment réduire le risque, encore une fois, au niveau de la cyber-résilience, de par ces nouveaux points de présence sur le réseau qui viennent à exploser et qui viennent à être toujours plus connectés et du coup qui viennent à induire toujours plus de risques.
comment, encore une fois, mieux comprendre ces équipements dans ce contexte de modernisation de notre chaîne de production et savoir à chaque fois comment ces équipements sont censés fonctionner et où ils sont déployés, pourquoi et dans quel but. Ça va devenir aussi un vrai challenge. Le modernisme, encore une fois, va vraiment faire porter un challenge sur les équipes historiques qui sont dans la gestion quotidienne de ce type d'outils. Enfin, optimisation des ressources. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, par exemple, aujourd'hui, peu d'acteurs sont en capacité de nous donner une liste à jour, exhaustive, de tous les équipements OT, IoT, IT dans l'OT, système de supervision et de contrôle de commande de leur parc. Donc aujourd'hui, c'est souvent un gestionnaire d'inventaire des équipements qui est fait de manière manuelle, ni plus ni moins, au mieux dans un fichier Excel, au pire sur un bout de papier. Alors, ce n'est pas vrai forcément pour tous les sites. Il y a de plus en plus l'utilisation d'outils qu'on va appeler des outils de CMDB, des outils d'inventaire de parc, qui vont de plus en plus faire leur apparition dans certains sites de production. Mais en général, un constat quand même systématique, c'est que si on est sur une entreprise multi-site de production, il n'y a jamais forcément la même maturité entre deux sites différents. Il y a toujours une hétérogénéité. Et si on commence à parler de multinationales avec des sites par plaque, par région, alors là, c'est vraiment, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a dans tous les sens. Dans tous les cas, attention, le temps. Attention au temps. J'arrive bientôt sur la conclusion, pas de souci. Merci Alain. Le constat, dans tous les cas, autour de ça, c'est que on est souvent dans une problématique d'inventaire inexact, non à jour et discontinu en fait, qui conduit les équipes OT en fait à des mauvaises prises de décision in fine sur comment est-ce qu'on va renouveler notre parc, comment est-ce qu'on va mieux le protéger, comment est-ce qu'on va mieux le sécuriser, comment est-ce qu'on va mieux optimiser la production. Donc tout le besoin, en fait, je viens de le résumer d'une certaine manière, mais le besoin derrière, in fine, il est surtout à soulager les équipes, à réduire les coûts, réduire les temps d'arrêt, améliorer, encore une fois, l'exploitation, l'utilisation des assets, des équipements de production industrielle. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, du coup, pour répondre à ce besoin et se confronter à cette réalité pour demain, cartographier avec précision nos environnements, nos équipements, nos assets sur notre chaîne de production en convergence IT-OT et le tout sans impacter, sans venir complexifier la chaîne de production encore une fois. Donc ça, c'est encore une fois un gros challenge au niveau de l'optimisation des ressources. Pour conclure, cybersécurité OT, quelques leviers et recommandations d'usage. Donc, premièrement, on revient sur ce triptyque qui associe cyber-résilience, modernisme et optimisation des ressources. D'une part, quel levier au niveau de la cyber-résilience? 1. Identifier et répondre aux menaces qui comptent. Encore une fois, éviter l'alerte fatigue, le fait d'avoir trop d'alertes, supprimer le bruit. 2. Identifier de manière proactive les vulnérabilités et les failles logicielles ou hardware critiques qui peuvent mettre à mal notre chaîne de production et mettre à mal notre business. 3. Répondre et anticiper les futures exigences réglementaires afin d'améliorer sa sécurité en continu et de réduire considérablement les risques. Il y a de très très beaux éléments en accès libre, je vous partagerai quelques liens à la fin, qui permettent justement de renforcer cette posture sécurité et de vous mettre en conformité vis-à-vis des futures exigences. Modernisation et numérisation. Objectif numéro 1, connaître son parc, ses assets, comprendre leurs fonctions et l'impact métier si jamais ils venaient à mal fonctionner ou à être compromis. Et ce, au niveau de toute la chaîne de valeur, pas uniquement au niveau OT. Au niveau OT, ICS, IoT, IIoT, industriel IoT, mais aussi SI de gestion imbriqué dans l'OT. Comprendre à chaque fois qui est propriétaire de ces équipements. Où sont-ils positionnés? Quand sont-ils utilisés? À quel moment sont-ils connectés au réseau? Et le tout, en fait, d'avoir cette visibilité en continu et pas uniquement lors d'audit one-shot. Troisième point, meilleure gestion et conduite du changement en anticipation, encore une fois, de cette convergence IT-OT. Du coup, on parle vraiment ici de transformation digitale. Anticiper, être toujours dans l'anticipation. Enfin, optimisation des ressources. Donc, nécessité d'obtenir une visibilité à 360 degrés et en quasi temps réel, idéalement, sur toute la connectivité de nos assets sur la chaîne de production, nos équipements, comprendre qui les exploite, comprendre quels sont éventuellement les outils
IT ou sécurité existants que l'on peut utiliser pour renforcer nos postures sécuritaires à ce niveau-là. Mise en place également de process ou de solutions technologiques faciles à déployer, à maintenir et qui offrent un ROI immédiat pour optimiser encore une fois les ressources et également répondre aux autres leviers. Enfin, point très important, on est encore une fois sur des temps longs dans l'outil. On est sur des temps 5 à 10 ans par matériel, etc. en général, en moyenne. Et du coup, c'est important d'identifier tout le temps la notion d'obsolescence, d'inefficacité et de s'assurer qu'on n'ait pas des équipements trop obsolètes d'un point de vue logiciel, firmware ou hardware afin d'éliminer les éventuels risques et vulnérabilités qui viendraient demain potentiellement venir compromettre toute la chaîne. En résumé, le gros levier prioritaire que vous devriez éventuellement retenir, c'est demain un levier autour de cartographie, d'inventaire et de visibilité sur tous les équipements connectés. Pour cela, quelques clés de succès, et je conclurai là-dessus avec les liens que je vais vous transmettre aussi dans le dernier slide. Quelques clés de succès, donc moi je viens du monde de l'édition, donc bien évidemment je pourrais vous dire qu'une solution logicielle a la réponse à tous vos problèmes demain. Pour autant, il faut rappeler que d'une part, il n'y a pas de technologie sans personne et sans process. Donc l'importance systématiquement, lorsque vous êtes dans des stratégies en fait, de renforcement de votre posture sécuritaire ou dans toute stratégie d'investissement, au final, c'est toujours penser PPT, People, Process, Technology. Important aussi, et surtout dans le contexte de modernisation, de penser Security by Design. Fort heureusement, comme je disais juste avant, on a l'EU Cyber Resilience Act, le CRA de l'Union européenne, qui vient, par exemple, fournir des pistes de réflexion et demain de régulation de tout ce qui est équipement IoT, équipement IIoT, pour demain faciliter cette partie de choix vers des équipements plus vertueux et plus sécurisés par défaut. Importance aussi, et que ce soit dans le contexte opérationnel ou dans le contexte informatique, d'être sur une approche de gestion du risque en continu. Gestion du risque, qu'il soit cyber ou non, mais toujours de manière en continu. Et pour faire une bonne gestion du risque, il ne s'agit pas uniquement de se concentrer sur le niveau de risque interne, mais également de prendre en compte tout le risque externe. À nouveau, qui dit connectivité, qui dit industrie 4.0, qui dit modernisation, dit accès distant, ouverture en fait de votre chaîne de production à des tiers, à de la supply chain. Et donc, TPRM, SCRM, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis un petit astérisque pour traduire, c'est gestion du risque en fait des tierces parties, de la chaîne fournisseur. Toutes les personnes qui à un moment donné accèdent d'une manière ou d'une autre à distance ou sur site à vos équipements industriels doivent être inventoriées, doivent être auditées, doivent être en conformité en matière d'accès, de standards et de pratiques sur vos équipements en continu. Et en parlant de standards, justement, enfin, je conclurai là-dessus, c'est important de s'appuyer sur des choses qui existent pour ne pas partir dans tous les sens quand vous voulez mettre en place une démarche de sécurisation. Une démarche de sécurisation qui demain aura pour but d'apporter de la valeur à votre business, d'éviter des catastrophes associées avec la modernisation donc toujours plus rapide. Donc là, on peut citer par exemple des organismes comme l'AIEC, l'ISA, les normes ISO. On a aussi le National Institute of Standards and Technology, organe de référence américain pour tout ce qui va être standard, notamment au niveau de l'informatique, mais aussi de la cybersécurité et industrielle aussi. Et aussi des organismes, par exemple, comme tout ce qui est, encore une fois, les frameworks déclinés de ce genre de groupuscule. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous ai mis ici quelques liens pour aller plus loin. Donc, quelques liens qui nous viennent à chaque fois de différentes sources. Donc, des liens, par exemple, propres à l'association dont je suis partie, donc Inclusif, qui, donc, a publié un guide sur la cybersécurité des systèmes industriels et renseigne en continu des fiches d'incidents sur les différentes cyberattaques dans le milieu industriel depuis maintenant 3 ans. Vous avez aussi comme référence très utile le gendarme national français en matière de cybersécurité, l'ANSSI, qui a publié également son propre guide et ses bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes industriels. Forcément, donc ma société travaille énormément sur cette thématique-là, donc je vous ai mis également un dossier de référence sur tout ce qui est les bonnes prises de décision pour déployer une stratégie de convergence IT-OT en toute sécurité. Et enfin, bien évidemment, derrière, a priori, il y aurait
un module demain dédié à la cybersécurité au sein du masterclass Centrale Supélec XZ. Donc, bien évidemment, si vous participez à ce type de module demain, bien, vous en saurez beaucoup plus sur la cybersécurité de l'environnement. Ok. Merci. Merci beaucoup Gaëtan. Donc, comme Gaëtan vient de le dire, ce webinaire se fait à l'occasion de notre nouvelle rentrée de Masterclass Industrie 4.0. Et donc, on aura bien un module cybersécurité. Si vous voulez en savoir un peu plus, donc, ce serait l'occasion de vous inscrire pour apprendre un peu plus sur la cybersécurité. Donc, cette présentation était très détaillée, très pratique. Il nous reste très peu de temps pour les questions-réponses. Laetitia, que vous voyez ici, a mis des indications sur de connexion à son numéro de téléphone pour tout ce qui est inscription et admission. Je ne sais pas, Laetitia, si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on prenne une ou deux questions. Ah, on a un problème de son, on ne t'entend pas. De ne pas hésiter à, vous m'entendez? De ne pas hésiter à me contacter, donc soit par téléphone, soit par mail, selon les coordonnées qui ont été transmises dans le chat. Voilà, pour en savoir plus sur la composition du parcours, sur les dates de démarrage, les modalités d'inscription, le financement. Voilà, je suis à votre disposition. Bon, écoute, du coup, on a très peu de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont posées, qui arrivent. Sinon, en attendant, je vais peut-être te poser une question. Hein. Oui, Alain. Quels sont les 2 ou 3 gestes, je dirais, très pratiques que une personne qui veut mettre en œuvre l'industrie 4.0 pourrait, là où tu dis, OK, c'est vraiment le b.a.-ba qu'il faut mettre en œuvre tout de suite, et parce que le fait de ne pas le faire pourrait avoir un coût très important. C'est-à-dire, quels sont les petits gestes à fort ROI qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de la mise en place de l'industrie 4.0? Ouais, très bonne question. Je pense que je vais revenir sur le levier principal que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est, encore une fois, c'est la visibilité, c'est clé. C'est-à-dire que ce qui manque aujourd'hui de manière globale aux entreprises, et surtout dans ce contexte d'explosion des assets connectés dans le contexte industrie 4.0, c'est un inventaire précis et cartographie à jour et exhaustive sur tous nos sites, de tous les équipements qui y sont présents et également de tous les flux qui soient en entrée-sortie sur ces environnements. À nouveau, donc, importance de prendre en compte la gestion du risque interne et externe. Et du coup, s'assurer que dans le contexte industrie 4.0, des partenaires fournisseurs ou tierces parties, des mainteneurs industriels, etc., bah, s'assurer que demain, s'ils accèdent à mon réseau industriel, ben, que je puisse clairement les identifier aussi bien que j'identifie mes actifs, mes équipements. Donc ça, pour moi, c'est les 2 principaux leviers. C'est l'inventaire vraiment et l'identification des flux et des accès distants à mon réseau industriel. Je pense que c'est vraiment la grosse priorité numéro 1. Et après, je pense qu'un autre levier très simple pour accélérer sur sa posture sécurité dans le contexte industrie 4.0, c'est échanger avec les responsables sécurité informatique de gestion, collaborer au maximum avec eux, parce que au final, ces personnes, si elles comprennent pas forcément le quotidien des industriels et la différence de priorité entre gérer un SI bureautique et gérer un SI industriel ou gérer une chaîne de production, elles sont déjà très outillées et très dans cette approche du risque. Et donc du coup, elles ont beaucoup de choses potentiellement à apprendre aux équipes industrielles sur comment demain venir renforcer un environnement industriel toujours plus connecté, toujours plus numérisé. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ces personnes qui aujourd'hui, je pense, en plus ne demandent qu'à échanger en fait avec les équipes opérationnelles pour les aider en fait dans cette démarche de sécurisation. Donc, je pense que ça c'est un troisième bon levier, c'est renouer un peu le dialogue entre les équipes IT et les équipes OT d'une certaine manière. On n'a toujours pas de questions en face. Alors, dernière question, et puis on arrêtera là. Dirais-tu, enfin, j'ai souvent entendu... il y a quelqu'un qui veut pas. Il y a une question de l'audience qui vient d'être signalée, donc j'en profite. Oui, elle est en lien. Donc, la personne demande si ce sujet de cybersécurité industrielle sera abordé dans le cadre d'une masterclass globale Industrie 4.0 ou fera-t-elle l'objet d'un programme dédié spécialisé?
Alors, j'y vais, je réponds. Alors, effectivement, c'est un sujet qui va être abordé dans le cadre de la formation. Pas forcément celle qui commence au mois de juin tout de suite, parce qu'on a déjà lancé avec le programme, mais il y aura une intervention de Gaëtan qui est très fournie sur le sujet dans le cadre d'un webinaire très allongé. Mais les sessions suivantes contiendront une intervention, un module de Gaëtan. Nos modules sont en général d'à peu près 4 heures. Et donc, ça donne largement le temps d'échanger avec l'intervenant et de s'enrichir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je pose dans la dernière. Hein. J'ai vu beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens dans les usines qui disent, OK, pour éviter d'être en risque cybersécurité, il faut complètement se couper de l'extérieur, donc pas de cloud. On fait, tous les serveurs sont internes, et donc surtout pas utiliser le cloud. Qu'est-ce que tu réponds à ce type, à ce genre de personnes? Quelle est ta réaction par rapport à ce genre de positionnement? Alors, je pense que, encore une fois, c'est important de dire qu'il n'y a pas deux environnements en fait ne se ressemblent pas, et forcément d'un industriel à l'autre il peut y avoir différentes façons de gérer son réseau industriel, et ces réseaux du coup viennent à être plus ou moins ouverts. Ça, c'est un fait. Pour autant, dans le contexte encore une fois d'industrie 4.0, la convergence demain est quasiment malheureusement inévitable. C'est-à-dire que si il n'y a pas de cloud, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'IT dans l'outil. C'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui des systèmes de contrôle des systèmes de contrôle industriel qui sont déjà de l'IT, qui eux en fait, même si on a l'impression qu'on est complètement cloisonné, complètement hors connexion du cloud, sont déjà en fait administrés par des outils bureautiques qui eux-mêmes se mettent à jour via le cloud. Un titre d'exemple, un SCADA, une station d'ingénierie de maintenance, un historian, tout ça, ce sont des systèmes Windows. Ces systèmes Windows sont gérés par un AD, par un Active Directory, donc un système en fait de gestion Microsoft en fait des équipements bureautiques. Ils sont également souvent protégés par des agents installés directement dessus, comme des agents antiviraux, des agents de gestion de poste, des agents aussi plutôt avancés de réponse au malware. Donc ces agents, souvent, sont des agents qui sont gérés par les équipes sécurité, qui sont souvent du coup en lien avec des serveurs présents dans le SI de gestion qui, en fait, eux-mêmes viennent à pousser des mises à jour directement du cloud. Donc en fait, quand on pense avoir des systèmes complètement cloisonnés, bien souvent déjà, de par cette patte de l'IT dans l'OT ou dans les systèmes de contrôle, on a déjà en fait une ouverture qui est là. Première chose. Et ensuite, encore une fois, avec l'émergence et l'explosion des objets connectés dans l'industrie 4.0, on va de plus en plus aller en fait vers soit ces fournisseurs, ces grands fournisseurs qui vont proposer des packages de gestion globale de plus en plus cloudifiés en matière de supervision et de maintenance, soit on va avoir demain, de toute manière, même si ce n'est pas du cloud à proprement parler, des accès distants qui vont se faire par des mainteneurs industriels depuis des points non maîtrisés de notre réseau. Donc, du coup, comment est-ce qu'on adresse ces personnes-là aussi? Donc, bien évidemment, encore une fois, le contexte entreprise est à remettre un petit peu dans la balance. Hein. C'est que un industriel qui va vraiment adresser un contexte confidentiel défense ne va pas forcément avoir les mêmes exigences vis-à-vis du cloud ou vis-à-vis de l'ouverture de son réseau qu'un industriel qui va produire des éléments propres du retail ou de la nourriture, ce genre de choses. Pour autant, aujourd'hui, dans quasiment toute entreprise, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà cette ouverture qui est là sans pour autant qu'on le sache vraiment. Et donc, pour vraiment en être sûr, encore une fois, on revient à la base, inventaire, cartographie des actifs et des flux. Pour s'assurer que, voilà, est-ce qu'on est en bonne situation de cloisonnement? Est-ce que le cloud est déjà là ou pas? Est-ce que tout ce qu'on croit être vrai sur notre réseau cloisonné, est-ce que c'est bien le cas? Très bien. Je vais vous proposer peut-être d'arrêter là, parce qu'on a déjà dépassé de près de 8 minutes le temps imparti. Donc, merci beaucoup Gaëtan.
Merci Laetitia. Je vais également remercier Merci Alina à vous. qui n'est pas visible, mais qui a participé à la préparation Mise en place. et à la mise en place de ce webinaire. Donc, merci aussi aux participants et à ceux qui nous ont écoutés de l'autre côté. Voilà, merci à tout le monde et au prochain webinaire. Merci pour l'organisation. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.